Bonjour, on est vendredi le 9 novembre 2012. Oui, j'ai encore toujours ce gros rhume, comme vous pouvez l'entendre. Et quand on a un gros rhume ou d'autres maladies de ce genre, il y a des moments où on est là un petit peu, comment dire, pensif. On est un peu déconnecté de son cerveau, on est là à regarder un peu dans le vide. Et ça m'est arrivé ce matin. Mon regard a été posé en fait sur les trois livres que je suis en train de lire concurremment. À un moment donné, je me suis donc réveillé je regardais ces trois livres. Et puis je me dis, tiens, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant dans le fait que tu lises ces trois livres en ce moment. Alors, je vais commencer, je vais vous expliquer quoi, mais ça vous sera sans doute venu à l'esprit comme à moi une fois que vous aurez dit quels sont ces trois livres. Alors, le premier c'est celui-ci. Alors voilà, je vais le montrer. Conspiracy of Fools. Oui, c'est pas facile. Voilà, comme ça, Conspiracy of True Story. Et c'est par Kurt Eichenwald. Voilà. Alors, Kurt Eichenwald, c'était la personne qui, dans le Wall Street Journal, ils étaient plusieurs, mais enfin bon, le principal contributeur des analyses de ce qui était en train de se passer quand la compagnie Enron s'est écroulée, c'était lui. Et il a écrit un livre donc sur Enron, et ce livre en fait je ne l'avais pas lu. Et la raison pour laquelle je ne l'avais pas lu, c'est la raison suivante, c'est que Enron s'effondre en novembre et en 2001, en décembre c'est terminé, en janvier on règle uniquement les problèmes de faillite, et au cours de l'année 2002, un grand nombre de livres, bon, les gens sautent là-dessus, il y a un très grand nombre de livres qui sont écrits par des gens qui étaient des employés, par des journalistes locaux, je veux dire dans la région de Houston au Texas. Il y a un certain nombre de livres, d'ailleurs très très intéressants, qui paraissent. Le mien, moi j'en fais un donc aussi, il s'appelle Investing in a Post-Enron World. Il est retardé, il sort au début de 2003. Essentiellement parce que, on peut le raconter, le editor, en fait le directeur de collection et moi, on n'est vraiment pas d'accord sur la manière dont le bouquin doit évoluer. Moi, j'en fais vraiment un livre d'analyse sur ce qui s'est passé chez Enron, dans une perspective, je dirais, comment je m'adresse essentiellement je dirais, à des lecteurs qui comprennent un peu la finance, à des ingénieurs financiers. Je leur explique ce qui s'est passé là-bas. C'est pas un point de vue justement d'employé qui perd son boulot, etc. C'est essayer de comprendre vraiment la machinerie économique. Et le directeur de collection, il a appelé le bouquin Investing in a Post-Enron World. Il faut absolument que ce soit des conseils aux investisseurs, aux gens qui achètent des actions, etc. C'est pas mon truc. C'était déjà pas mon truc à cette époque-là. Et donc ça retarde un petit peu nos chamailleries, retarde un petit peu la parution. Mais enfin, ça paraît en début 2003. Et le bouquin d'Eichenwald, lui, ça paraît beaucoup plus tard. Il paraît en 2005. C'est-à-dire qu'il a pris son temps pour écrire un livre. Et du coup, bon, au moment où il sort, Enron n'est plus vraiment dans les préoccupations de qui que ce soit. C'est une histoire intéressante, mais enfin qui s'est passée 4 ans plus tard. Il commence déjà à se dessiner des choses d'un tout autre ordre. Et donc, je suis comme les gens, je veux dire, je le lis pas, je le lis pas à ce moment-là. Mais j'ai envie de le relire, j'ai envie de le lire récemment, en particulier en rapport avec la chaire Stewardship of Finance, de me remettre un peu dans les histoires de Enron, parce que il y a déjà, je dirais, il y a déjà beaucoup de choses qui sont en filigrane là, dans ce qui se passera plus tard, et en particulier, bon, vous connaissez mon hypothèse, c'est la première grande victime des changements qui ont eu lieu dans les règles comptables. Bon, vous savez, Arthur Andersen, la grande firme d'audit disparaît dans cette tourmente pour avoir été vraiment trop proche de Enron. Mais par-delà, c'est la première compagnie qui est victime du système des stock options, qui fait que les dirigeants de la compagnie sont complètement obnubilés par le prix de l'action. Et essentiellement, le prix de l'action est déterminé par la manière dont la comptabilité comptabilise à partir des années 1980 des gains qui n'auront en fait jamais lieu. Enron est la première compagnie qui est victime de ça. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fraudé ici et là, qu'ils n'ont pas, etc. Mais ce sont des victimes d'un système comptable nouveau
nouveau. C'est ça en réalité l'histoire de Enron. Ça, c'est donc le premier livre que je suis en train de lire. Et le second, alors je vais essayer d'être un peu plus fort à vous montrer la couverture. Tide Bomb, voilà, Tide Bomb. Dexia, The Inside Story. Alors c'est un mélange, comme vous voyez, c'est un mélange de néerlandais d'anglais. Inside Story, c'est évidemment pas du hollandais, c'est de l'anglais. C'est l'histoire de Dexia. Et c'est à ma connaissance, en ce moment, c'est le seul livre qui existe véritablement, qui est sur une histoire détaillée par quelqu'un qui a appartenu à la compagnie, une histoire détaillée de la chute de Dexia. Alors je suis en train de lire ça. Et le troisième livre que je suis en train de lire, enfin quand je dis en train de le lire, j'ai pratiquement terminé de le lire, ça s'appelle, voilà, Pourquoi le franc belge est tombé, par Camille Guth. C'est un livre publié en 1935. Et ce qui est très intéressant, c'est le cerveau collectif. Je veux dire par là que c'est l'un d'entre vous qui m'a envoyé ce livre-là, qui m'a envoyé un petit message me disant « Je suis tombé sur ce livre, ce vieux livre 1935, est-ce que ça vous intéresse ?» Et j'ai dit ben, « Bien entendu, mon cher ami, envoyez-le-moi. » Et voilà. De quoi ça parle? Ça parle de l'effondrement du franc belge en 1935. Monsieur Guth, c'est intéressant parce que bon, Camille Guth, il deviendra ensuite, après la guerre, bon, d'abord, ce sera le ministre des Finances du gouvernement en exil à Londres. Et c'est une histoire absolument tragique parce que bon, Guth, c'est en fait un raccourci de son nom de famille réel. Et sa famille, bon, sa famille qui est restée sur le continent est exterminée pendant qu'il est ministre des Finances belge en exil. Ses deux fils ont rejoint l'armée britannique et mourront tous les deux durant la guerre. Après la guerre, il est gouverneur de la Banque nationale belge et il fait l'opération Guth, qui est le remplacement du vieux franc, enfin de la monnaie qui a circulé pendant la guerre, le remplacement par une nouvelle monnaie. Et il fait une chose très intéressante, c'est l'euthanasie du collaborateur. Tout l'argent gagné au marché noir, en collaborant avec l'occupant, il va le neutraliser en donnant 2000 euros, pardon, excusez-moi, 2000 francs belges par famille. Et puis au compte-gouttes, on va aller voir l'argent qui reste, l'argent que les gens n'ont pas pu, voilà, l'ancien argent qui reste reste dans les comptes des gens. Et il faudra, voilà, on décidera ou non si ça vaut quelque chose ou pas. C'est un moyen d'éliminer tout l'argent qui a été gagné au marché noir. C'est une opération qui réussit. Mais alors, ce livre-ci, hein, ça parle pas de la grande réussite de Monsieur Guth après la guerre, ça parle de l'opération. C'est l'époque où il est ministre des Finances en 1935. Et là, c'est une histoire intéressante parce que c'est une histoire d'atermoiement, au contraire, de remettre à plus tard. On peut lire ce livre, je peux prendre des paragraphes entiers et de dire qu'ils ont été écrits la semaine dernière parce que c'est bon, c'est la même histoire, c'est l'histoire de l'effondrement d'un système financier. Alors pourquoi est-ce que je lis ça avec enthousiasme? Eh bien parce que, bah, j'en sais rien, mais je veux dire, en regardant les trois livres, en me disant pourquoi est-ce que tu es en train de lire ça, je me dis, en fait, en arrière-plan, tu dois avoir l'impression que les choses vont se dégrader très très rapidement maintenant et qu'il faut être prêt, peut-être pas à intervenir, parce que bon, est-ce qu'on me demandera davantage d'intervenir au moment où tout s'effondre véritablement comme que maintenant, il ne faut pas parier là-dessus, mais si on me demande rien, eh ben, je continuerai quand même de donner mon avis et j'essaierai de le donner avec toute la force qui est possible. Mais donc je suis en train en fait de lire, apparemment de toute urgence, je m'observe en train de le faire, des livres qui parlent des catastrophes ultimes dans le domaine financier. J'essaie d'y trouver de l'information sur ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Alors, est-ce que j'ai ce sentiment que c'est effectivement là en arrière-plan et que ça peut arriver à un moment quelconque? En y réfléchissant, oui, bien entendu. On est dans il y a de nouveau, on trouve ça de nouveau, je dirais, dans les journaux, à la télévision, que les choses se sont peut-être arrangées. Et si vous regardez les anciennes crises, le moment où on se dit que les choses se sont peut-être arrangées, alors qu'on n'a absolument rien fait pour l'arranger, et que les mesures qu'on a prises ne sont en fait que des mesures dilatoires, des mesures où on est dans l'attentisme, où on a bouché, où on a mis tous ces doigts dont on dispose dans les fissures qui sont là dans la digue qui est en train de menacer de s'effondrer. Dans ces périodes-là, on dit « Oh, tout est peut-être en train de s'arranger ».
On sait par ailleurs que toutes les mesures qui sont prises sont des mesures qui vont dans le sens opposé et à toute allure, dans le sens opposé de ce qu'il faudrait faire. Regardez la commission Gallois en France et les mesures qu'on tire de ça, c'est-à-dire que bon, c'est le mot c'est hystérèse, c'est-à-dire prendre des mesures qui n'ont aucun rapport avec la situation réelle dans laquelle on est et qui, bon, parce qu'elles vont dans le mauvais sens, parce que dans une période où il faudrait augmenter le pouvoir d'achat de la population, on va encore le baisser, ne va faire qu'accélérer le processus. On est dans une situation d'effondrement. Regardez aussi, bon, je ne parle pas seulement de la France, euh, en lisant ce livre de Goethe sur la manière dont ce gouvernement belge, dirigé par le Premier ministre Teunis, essaye d'arranger les choses en 1934, ça rappelle vraiment de manière tragique ce qui est en train de se passer dans tous les pays européens. On ne prend pas le taureau par les cornes et ça ne fait que précipiter l'effondrement. On ne fait qu'encourager comme ça à ce que des pans entiers continuent de tomber. Alors, aux États-Unis, regardez aux États-Unis, bon, je ne parle même pas de la Chine, bon, on ne va pas parler de la Chine cette fois-ci parce que bon, le discours qui a été fait hier par le sortant nous montre que, bon, il ne s'est pas gratté la tête, je dirais, devant la caméra, mais c'est vraiment ça qu'ils font en ce moment, les dirigeants chinois. Ils n'ont pas plus la moindre idée dans quelle direction il faut aller. Alors oui, la corruption, alors ben oui, la corruption, il y a sûrement de la corruption en Chine, il y en a un peu partout, et là ça a l'air effectivement assez massif, mais bon, ils savent pas, ils savent pas du tout. Aux États-Unis, Monsieur Obama a été renommé. Euh, les dirigeants de l'opposition républicaine qui dispose d'une majorité au Congrès, c'est-à-dire au Parlement, ont dit nous allons faire des efforts supplémentaires pour arranger les choses et ils ont ajouté immédiatement, sauf, et puis ils ont fait la liste de tous les points importants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à bouger d'un iota. Donc la situation aux États-Unis, pour ce qui est de prendre des décisions importantes, est absolument bloquée et elle va encore l'être pendant 4 ans. Alors je lisais dans le papier que j'ai fait à ce propos-là, Monsieur Obama va essayer à ce moment-là d'avancer par décret, executive orders. Ces executive orders sont là, bien sûr, comment dire, c'est torpiller le système parlementaire habituel. Donc, on peut à tout moment dire que bon, ce n'est pas constitutionnel. Chacun de ces executive orders va être envoyé devant la Cour suprême, qui est vraiment d'extrême droite, qui est plus à droite que le Parti républicain. Donc, c'est peu dire, et qui par conséquent va empêcher que ça se passe de cette manière-là. C'est une vieille histoire, hein. On a eu ça en 1937 avec Roosevelt. On est en ce moment, on est dans le déjà vu. On est dans le déjà vu absolu. C'est dommage, ce qui est dommage, c'est que nos dirigeants ne lisent pas des petits livres comme ceux de M. Goethe sur comment est tombé le franc belge, qu'on ne tire pas des leçons de ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que je vous dis, bon, on est dans la copie conforme de l'effondrement. Et on est, bon, 1934-1935, il faut pas, il faut pas être docteur en Sorbonne pour savoir ce qui se passe 5 ans plus tard, si on ne va pas dans la bonne direction. Alors, bon, comme les bons conseils, bon, comment dire, c'est Attaque et quelques économistes atterrés là ont fait un texte ensemble pour dénoncer évidemment cette application de mesures en fonction des conclusions de la commission galloise. Il faut continuer à faire ça, il faut continuer à faire comprendre à tous ces gens qui sont là occupés à creuser non seulement leur tombe, mais la nôtre avec elle. Il faut leur faire comprendre qu'il y a quand même, qu'il y a quelque part des gens qui comprennent comment ça marche, on n'est pas obligé de n'écouter que tous les pauvres crétins qui n'ont absolument rien compris, qui ne savent pas du tout, qui n'ont pas vu venir, même quand elle est à 2 cm de leur nez, la crise qui est là, qui sont restés là, le bec dans l'eau, parce que je les ai vus, le bec dans l'eau, quand on leur a demandé au moment de la crise, à la fin 2008, qu'est-ce qu'il fallait faire, ils n'avaient absolument rien à dire, ils étaient là bouche bée, ils n'avaient absolument rien à dire, et ces gens-là sont encore les gens qui nous fourguent les décisions qu'on est en train de prendre en ce moment. Bon, ils ont une responsabilité, je ne vais pas employer le mot criminel, allez si, c'est une responsabilité criminelle de faire exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire, alors que ce n'est pas comme si on ne le savait pas, il y a des gens qui le savent, il faut
bon, il n'y a pas d'excuse maintenant pour faire des choses comme ça. Il y a pas d'excuse. C'est pas comme si on ne savait pas ce qu'il fallait faire. On sait ce qu'il faut faire et c'est le contraire. Et maintenant, depuis la fin 2008, ça fait 4 ans de faire exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Comme j'ai dit, ben, on continue parce que ben, on est là, on va pas rater ça, on va pas rater ce qui est en train de se séparer. Mais quand on dit oui, mais regardez, l'extrême droite va monter. Mais évidemment, l'extrême droite va monter. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens sont pas complètement cons. Je veux pas dire que que c'est la bonne position, mais les gens n'acceptent pas les salades quand on se manifeste que c'est des salades. Alors, et comme ils savent pas, eh bien, l'explication par défaut, c'est toujours il y a quelqu'un quelque part qui est responsable de ça, et ce type qui a une sale gueule, selon moi, c'est probablement lui qui en est responsable. Messieurs les dirigeants, c'est un mécanisme qui marche automatiquement. C'est comme ça que ça se passe. Quand les gens comprennent pas, ils mettent une explication à la place. Et comme ils peuvent pas trouver la bonne explication parce qu'elle est un petit peu compliquée, il faudrait leur expliquer. Ils vont mettre une explication de crétin à la place, et c'est comme ça qu'ils vont voter, et c'est comme ça qu'ils vont amener des Mussolini et des Hitler et des Pinochet et compagnie. Alors, vous le savez, vous avez une responsabilité. C'est pour ça que j'emploie maintenant ce mot criminel, à faire exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. À dire qu'on est dans un cycle et des machins comme ça, c'est pas simplement, c'est pas du bavardage simplement, c'est dangereux de dire qu'on est dans un cycle. On n'est pas dans un cycle, on est dans un truc qui s'effondre complètement. Voilà. Alors, voilà, je vais continuer. Je vais pas essayer de faire tous les vendredis parce que parfois ça se justifie pas, mais je vais, quand il faut, quand j'ai l'impression qu'il faut dire quelque chose, je vais le faire, que ce soit le jeudi, le mardi ou quoi que ce soit. Je l'ai fait à une époque, je suis intervenu aussi, en plus des vendredis. Je suis intervenu quand j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui passait mieux peut-être par une vidéo que par un message écrit. J'interviendrai de cette manière-là. Je crains malheureusement, si mes intuitions sont justes par rapport à mes lectures, qu'il ne faille en faire beaucoup dans les jours et dans les semaines qui viennent. Voilà, allez, à bientôt.